Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers ce journal. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a conduit la délégation des députés de son parti membre de l'Union sacrée auprès de l'informateur Augustin Kabouya. Au sortir de cette audience, la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, a circonscrit le contexte de ces échanges. Suivez cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Écoutez. Le rencontre d'aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi, parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux, il en sera ainsi aussi au Sénat. Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire sur le terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble, l'alliance de l'union sacrée de la nation peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur le terrain et nous avons une majorité confortable. Fin ce mardi 20 février 2024 du délai de 8 jours accordé aux députés aux fonctions incompatibles conformément à l'article 108 de la Constitution et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le point avec Rebecca Kaloum. C'est donc ce mardi 20 février qu'a pris fin le délai de 8 jours accordé aux députés nationaux élus qui exercent des fonctions incompatibles. C'est conformément à l'article 108 de la Constitution et 77 des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Dépassé cette date, tous les membres du gouvernement, les membres des institutions d'appui à la démocratie, les agents de carrière des services publics de l'État, les membres de cabinet du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, les membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative publique de l'État, employés dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte, élus députés nationaux seront considérés comme avoir renoncé à leur mandat électif à défaut de se prononcer. Parmi les concernés que la Constitution énumère in extenso, certains ont déjà jeté l'éponge, optant pour le mandat électif. Nous avons noté, avant de boucler cette édition du journal de 20 h, la démission du ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, du ministre de l'économie, Vital Kamerhe, du ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, vice-premier ministre, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussania-Moussi, du ministre de l'urbanisme et habitat, Puismobile. Plan que, lors de la plénière du lundi 14 février dernier, portant validation de pouvoir des élus nationaux, Christophe Mbosson-Kodia, président du bureau provisoire, avait jugé inacceptable d'être à la fois ministre et député. Au cours d'une audience, Dieudonné et Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, avaient estimé que ce souhait d'équilibre de fonctions est une stratégie de vouloir se cramponner au pouvoir. Parlons du profil du prochain Premier ministre. En tout cas, la question taraude plus d'un esprit en cette période de tractation pour la formation du prochain gouvernement. Ainsi, suivez l'avis de quelques analystes approchés à ce sujet. Le Premier ministre à venir devrait d'abord être quelqu'un de conviction. Ce n'est pas une personne qui est nécessairement inféodé à une autorité morale d'un parti politique, mais c'est quelqu'un qui a des convictions que le pays ici, c'est son pays,
et que le pays est grand et que le pays a de grands défis. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit connaître au moins ce que c'est la République démocratique du Congo. Qu'on ne prenne pas quelqu'un qui n'a vécu toute sa vie que dans une ou dans deux seules provinces, qui ne connaît pas les réalités de la République démocratique du Congo. À partir de Kinshasa, il ne sera pas comme beaucoup de pays qui sont passés, qui n'ont pas su savoir ce qui se passe réellement dans la vie quotidienne du Congolais moyen, du Congolais qui est dans le Congo profond. Ce poste-là équivaut aussi aujourd'hui bien à quelqu'un qui maîtrise aussi les paramètres économiques. Pas seulement ce qu'on apprend à l'école, voilà, mais vraiment les paramètres économiques de terrain qui puissent impulser pour que, par exemple, toute cette inflation que l'on sent venir, tout ce taux du dollar qui monte sans qu'on se rende compte, puisse quand même être maîtrisé. On en a connu dans le passé les gens qui sont parvenus pendant 3-4 ans, par exemple, à maintenir le taux d'échange. Et c'était positif. Le profil dépendra, de mon point de vue, des orientations politiques qui fondent ce choix-là. Est-ce qu'on veut former un gouvernement essentiellement politique où on aura des chefs de partis? Là, on aura un premier ministre politique avec des capacités de gérer des chefs de partis. Mais si on veut former un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement politique, mais un gouvernement technocratique, alors le profil, ce sera davantage un technicien qui pourrait provenir soit de l'espace Kangan Kivu, soit de l'espace Bandundu, le Katanga ayant dirigé pendant 5 ans, la primature, et que le président venant de l'espace Kasaï, il est très probable que ce soit les deux espaces-là qui bénéficient de la primature, et puis éventuellement, le président qui sort d'une campagne où les attentes populaires ont été énormes, et donc le besoin de commencer le travail le premier jour nécessite d'avoir quelqu'un assez vertébré, technique, qui soit même, dès les premiers jours, de prendre les dossiers et de faire avancer les choses. Ce n'est vraiment pas un chef de guerre. Ce que notre pays a besoin, c'est d'améliorer la gouvernance sécuritaire. Un gouvernement qui apporterait plus de clarification dans la chaîne de commandement, notamment, sur de défense, plus de ressources pour l'armée, à travers un budget qui permette un investissement sérieux sur les questions militaires. Pourquoi on n'arriverait pas à 10% pour uniquement les questions de défense, pas les défenses et l'ordre public? Un gouvernement qui met en place également une politique diplomatique avec le président qui nous permette de changer notre rapport de force diplomatique. Parce qu'à ce jour, si vous lisez les différents communiqués qui ont été publiés, qu'il s'agisse de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et même du Conseil de sécurité récemment, les positions. Dans le reste de l'actualité, notez que la France condamne la poursuite des offensifs du M23 avec les soutiens du Rwanda. À travers un communiqué, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères indique que les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la situation des populations civiles sont inadmissibles. Ainsi, Paris appelle le M23 de cesser les combats immédiatement et de se retirer de toutes les zones qu'il occupe conformément aux décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. La position française sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à la demande de la France. La nouvelle a fait grand bruit. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord visant à favoriser des chaînes de valeur durable pour les matières premières. En réaction, le politologue Joseph Kongolo a indiqué qu'au moins nous sommes en train de savoir qui sont nos ennemis avec précision. On l'écoute. En réaction à l'accord conclu entre le Rwanda et l'Union européenne visant à favoriser des chaînes de valeur durables pour les matières premières, le politologue Joseph Kongolo d'indiquer que cela démontre à suffisance toutes les incohérences qu'il y a dans le verbiage diplomatique de l'Union européenne. Et de chaque membre de l'Union européenne. Et en particulier aussi les États-Unis qui sont l'allié principal de l'Union européenne. Donc, ça montre bien que c'est une réplique de la surmilitarisation du Congo, surarmement du Congo, et on a trouvé un canal précis pour transférer les armes sophistiquées au Rwanda et pour combattre le Congo. Donc au moins nous sommes sûrs, savoir, connaître avec précision
qui sont nos ennemis avec précision. Et là, nous avons la certitude que l'Union européenne est parmi les ennemis déclarés de la République démocratique du Congo, parce qu'en lieu et place de la condamnation, de prendre des sanctions, c'est l'occasion pour l'Union européenne de signer des contrats sur un pays pauvre, parmi les plus pauvres du monde, en sol, en sous-sol. Alors, ça montre bien que c'est un canal, un prétexte tout simplement pour transférer des fonds, mais aussi des armes lourdes pour combattre la République démocratique du Congo et peut-être assouvir leur soif de balkaniser le Congo. C'était une guerre des puissances, ça n'a jamais été une guerre du Rwanda. C'est une guerre des multinationales, les multinationales qui font, n'est-ce pas, l'intérêt de leurs États. Donc nous savons de tout temps que ça n'a jamais été une guerre seulement du Rwanda, qui n'est qu'un sous-traitant dans cette guerre. En réalité, ce sont les multinationales qui sont derrière le Rwanda. Donc nous le savons, et aujourd'hui, au moins, ils ont démontré, ils sont sortis au grand jour. Nous savons les nommer aujourd'hui, comme nous avons nommé le Rwanda. Nous pouvons nommer aussi l'Allemagne, nous pouvons nommer la France, nous pouvons nommer la Belgique, nous pouvons nommer tous les États de l'Union européenne, et en particulier les États-Unis qui sont leur allié naturel. Le 20 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la justice sociale. Celle-ci touche à de nombreuses dimensions. À en croire les Nations Unies, la justice sociale est par définition fondée sur l'égalité des droits pour tout être humain sans discrimination. Suivez. Le 20 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la justice sociale. Celle-ci touche à de nombreuses dimensions. Selon les Nations Unies, la justice sociale est par définition fondée sur l'égalité des droits pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier de progrès économiques et sociaux partout dans le monde. Cela revient à dire, promouvoir la justice sociale n'est pas seulement augmenter les revenus et créer des emplois, mais c'est aussi une question de droits, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs et travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. C'est depuis le 10 juin 2008 que l'Organisation internationale du travail, OIT, a adopté à l'unanimité sa déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Celle-ci est l'expression de la vision contemporaine de la mission de l'OIT à l'ère de la mondialisation. La déclaration est le résultat des consultations tripartites engagées entre les représentants des gouvernements et des organisations d'employeurs et des travailleurs des 182 États membres. Cette importante déclaration établit un nouveau fondement essentiel pour les efforts en vue de promouvoir et réaliser la justice sociale grâce à l'agenda pour le travail décent et ses 4 piliers qui sont emploi, protection sociale, dialogue social et droits et principes fondamentaux au travail. Le général des Nations Unies considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein même, et qu'inversement, il ne saurait y avoir ni développement social ni justice sociale si la paix et la sécurité ne sont pas instaurées et si tous les droits de l'homme et libertés fondamentales ne sont pas respectés. Une croissance économique générale et soutenue s'inscrivant dans le contexte d'un développement durable est indispensable à la pérennité du développement social et de la justice sociale. Et en réaction à cette journée sur la justice sociale, Maître Moïse Pika du barreau de la Gombe invite le gouvernement à appliquer la justice sociale en République démocratique du Congo. Maître Moïse Pika est ici interrogé par Dorcas Nzouzi. La journée mondiale de la justice sociale a pour objectif de défendre l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde sans discrimination. Qu'en est-il de la situation en République démocratique du Congo? Maître Moïse Pika répond. De comprendre, c'est l'ensemble des principes qui visent l'égalité des droits, des chances et d'accès pour tous les citoyens d'une société solidaire. J'espère que tous le connaissent très bien. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que
tous les hommes ou tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. C'est par cette disposition que ressort, n'est-ce pas, l'idée de la justice sociale, qui veut que tous les hommes qui naissent libres et égaux en dignité et en droit aient, n'est-ce pas, l'accès à tous les services de l'État et que tous les hommes aient une certaine égalité de chances, de vie et de droits. Le rôle pour mission de créer l'égalité, c'est-à-dire permettre à tous les citoyens d'une société de bénéficier, n'est-ce pas, de leurs droits. Droit à la vie, droit à la dignité de sa personne, droit à l'accès à la liberté d'expression, liberté de réflexion, et droit aussi, n'est-ce pas, à l'accès. Parce que nous constatons que nous sommes en train de vivre dans une société où certaines personnes bénéficient d'accéder à certains services plus hauts de l'État et que d'autres personnes sont négligées ou marginalisées. Mais avec l'idée de la justice sociale, tous les hommes, avec son rôle, tous les hommes doivent, n'est-ce pas, avoir l'accès à tous les services de l'État, discrimination ou restriction. Je pense qu'avec la constitution de la République démocratique du Congo de 2006, la loi a repris ce qui est la déclaration, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La loi donne la chance à tous les citoyens congolais, n'est-ce pas, avec cette idée de la justice sociale, d'avoir l'accès à tous les services de l'État. Venons-en aux nouvelles des partis politiques à présent. L'honorable Raphaël Kebongo, député provincial de la ville-province de Kinshasa, a effectué le dimanche 18 février dernier une descente au quartier Mapela. Nous sommes dans la commune de Massina, sa circonscription électorale. Il était question pour cet élu du mouvement de libération du Congo de remercier ses électeurs grâce à qui il a obtenu un siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour le compte de son parti, le MLC. Suivez. Les députés provinciaux élus de la circonscription électorale des Massina pour le compte du mouvement de libération du Congo, Raphaël Kebongo, a eu une séance d'échange le dimanche 18 février dernier avec sa base réunie au quartier Mapela dans la commune de Massina. Accompagné de toute son équipe d'élite, l'élu quinois du parti cher à Jean-Pierre Bemba n'a pas manqué de remercier ses électeurs pour les sièges lui accordés au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Raphaël Kebongo n'a pas manqué de revenir sur sa vision politique qui va caractériser son mandat au sein de l'organe délibérant quinois, vision basée sur la défense des intérêts collectifs de la population de la commune de Massina en particulier et celle de Kinshasa en général, assortie du devoir de redevabilité. D'où il a promis à sa base de revenir régulièrement pour lui rendre des comptes. Comme tout MLC, Raphaël Kebongo n'a pas oublié d'appeler à sa base un soutien tous azimuts au MLC et à son leader Jean-Pierre Bemba Gombo. Ici est de souligner qu'au cours de cet échange fruitier avec sa base, le député provincial Raphaël Kebongo a promis de retrousser ses manches pour être non seulement le porte-parole de sa base, mais aussi celui des sans-voix de la ville-province de Kinshasa. Parlons de l'arrestation de jeunes délinquants communément appelés Koulouna ce mardi 20 février 2024 dans la commune de Matete. Ces jeunes en civique ont été arrêtés par le numéro 1 de cette municipalité. Suivez la réaction du bourgmestre de la commune de Matete au micro de Dorcas Vanenzosi. Le bourgmestre de la commune de Matete, Mukumbi Mukawa Jules, a posé un acte de bravoure très remarquable en appréhendant lui-même deux malfrats et qui en plein jour opéraient tranquillement entre les localités Kinzazi et Baboma. Kaki sara azo katsabe bango batwe yosena bazo nega ba moninga mutuka balingi bazo abi beta ba bal mo betra likolo era beti likolo pa panique ko population moni soda zo na ngai population petite
population nzela kimla bango eza misatu wana mina na fa bakoti na mapango wana kolere na récupérer de wana tanga nazokoma deja se bakanga ye bango babandi kobeta bango na bitete bayakoboma bango donc bamakilo ozomona oyo eza ya bango nani nalere nalongoli bango donc eza action ngambo na vivre yango motu mosusu te ngambo mpe nalandi bango ti nakanga bango bato moko audience foraine bakele prison bango. Cet acte devrait sans nul doute interpeller toute la population de Matete afin d'aider à lutter contre ce phénomène qui prend des allures de plus en plus inquiétantes. Ne pas dénoncer ces délinquants qui pour la plupart vivent dans nos quartiers, localités, avenues ou maisons, c'est être complice de ces actes odieux qui perturbent la quiétude de toute la communauté. Très déterminé à lutter contre ce phénomène, le numéro 1 de Matete vient de montrer l'exemple et une audience foraine est prévue à cet effet afin de dissuader les autres gangs. Une ambulance du centre hospitalier Promédis a pris feu ce mardi 20 février en plein boulevard Lumumba à la 16e rue Limité. Le manque du contrôle technique serait à la base de cet incident, nous renseigne dans ce reportage Fiston Gale et Papi Nzombo. C'était vers 15h sous un soleil ardent de ce mardi 20 février en pleine chaussée du boulevard Lumumba dans la commune de Limité lorsque cette ambulance du centre hospitalier Promédis venant du pont Matete a subitement pris feu. Un fait dévorant qui, suite au manque d'inspecteurs, a su calciner le véhicule. Pas de perte à vie humaine, heureusement, tous les occupants, malades compris, ont pu être sauvés grâce à l'héroïsme des passants, affirment les témoins. Chauffeur pas bimi donc yaka nzambe na lili chauffeur ambulance ya Promédis et bande koya ya ngombo kuna et comme la Carrefour à 16e rue bakangi zela ba monika milinga na kati de batel chauffeur bino milinga ozomona te afungoli bo moza te moto ndeziki ya ngombo ezali ambulance ya Promédis. L'Afrique de l'incident n'est pas révélé, mais le manque d'entretien ou la non prise en compte du contrôle technique pourrait être à la base, indique un responsable de la police spéciale au roulage trouvé sur place. Contrôle technique, c'est vrai qu'on vérifie à chaque fois parce que contrôle technique, c'est pas l'examen de la contrôle technique. Méconnaissable, cette ambulance a été mise de côté par les services appropriés de la police pour ne pas gêner la circulation, mais hélas, une aubaine pour les chasseurs des métaux qui n'ont pas tardé à s'investir dans leur travail malgré la chaleur dégagée. Question de survivre, disent-ils. Le contrôle technique doit être une obligation et l'État doit y veiller. Question d'éviter non seulement les incidents en pleine route, mais aussi et surtout les accidents mortels dans la ville-province de Kinshasa. Au quartier Harare, dans la commune de Lancélé, la route menant vers Passa se détériore davantage, sablonneuse et non asphaltée. Les conducteurs des véhicules et motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Regardez. Nous sommes ici, dans la commune de Lancélé, au quartier Harare. Cette route, seule voie qui mène vers le quartier Mpassa, tend vers sa destruction tout entière. La route est tellement délabrée que le véhicule, moto et autres engins éprouvent d'énormes difficultés pour circuler.
bande banda tosufaka na nzela ya pasi ya boye tolukaka bato baya kobongisa biso nzela bayaka na bango te tala niveau ya nzela ezala ondie toza ata kutu na baprovince baza boye te province kutu bazali bien makasi par rapport à biso toza na capitale awa et pourtant ya liboso toza face à face na aéroport d'Enjili mais tala nzela eza ya kokisa tovote bato na biso awa babimi mais pour le moment na minute bakati bango bazwi bato mosusu babimisi na milie na biso awa toza na badepute malonga te toza mpe na motu belele na kati na biso oyo aza te au juste toza na kati ya zamba oyo mpe toza na kati ya capitale batela biso na nzela oyo babongisa biso nzela en tout cas ça ne va pas tosouffrir tala na ndenge tozokema na bacharge na banzela ya mabe mabe boye donc moyen eza te bakulu na wape donc désordre eleki makasi. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités afin de réhabiliter cette route non asphaltée, sablonneuse, qui continue de se dégrader. Par l'État, l'État a yebi ndengeni naza kosala ngai nasalaka pe mosika te pembeni kaka awa mais nde lokola chef de localité auti koloba il faut ko visiter site oyo mokolo ya mbula po mona quantité ya mai elekanaka awa ta mokolo kokota kuna na kati te soki esiko biso totelemi oyo elakisika yake po nazali initiateur ya projet na soutenaka yango ti lelo alors d'une manière ou d'une autre toza kosenga nde intervention ya l'État ye moko aya amira kosala parce que kuna na nsima vous pouvez faire même 20 km. Il y a 3 quartiers là-bas, il y a minene kutu 4e peso fongwam. La réhabilitation de cette route serait une bonne chose car il va de la bonne image de la capitale Kinshasa. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Au revoir.